Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Vous le savez, la partie est de la République démocratique du Congo a imposé une attention particulière avec l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a surpris tout le monde. Une situation qui a nécessité une certaine solidarité à tous les niveaux. Ici, nous allons parler de la solidarité exprimée par la communauté économique des États d'Afrique centrale à travers le commissaire de l'environnement, ressources naturelles et agriculture, Honoré Tabouna, que nous recevons dans quelques instants. Merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Nous savons que vous êtes à Kinshasa et vous êtes porteur de quel message? Merci déjà de me recevoir et de donner l'opportunité à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment sa commission, qui est son organe exécutif, de parler sur votre chaîne. Le pourquoi de notre présence ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une réaction de la Commission, une réaction de la communauté, suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, intervenue le 22 mai 2021. Donc nous venons pour exprimer la solidarité, non seulement encadré par les dispositions du nouveau traité de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui en son article 89 dispose une assistance humanitaire, une réponse aux catastrophes. Quelles sont les différentes autorités que vous avez rencontrées? Oui, nous sommes là depuis mardi soir et mercredi nous avons rencontré le ministre de l'intégration régionale et aujourd'hui nous avons rencontré le ministre des droits humains, le ministre des affaires sociales et le ministre de la recherche scientifique, de l'innovation et de la technologie. Donc avec tous ces ministres, nous avons traduit le message du président de la commission, l'ambassadeur Gilberto Dapiader de Verissimo, qui nous a dépêchés ici à Kinshasa pour vraiment démontrer au peuple congolais qu'ils n'étaient pas seuls, démontrer au gouvernement congolais qu'ils pouvaient compter aussi sur la communauté face donc à cette catastrophe qui a fait 37 morts, des milliers de déplacés dans une région déjà qui était... Alors, au-delà d'exprimer votre solidarité au peuple congolais, pouvons-nous savoir comment la CAC prend en charge la gestion des catastrophes naturelles? Oui, comme vous savez, nous avons un mandat. Nous sommes une organisation intergouvernementale dont l'un des mandats, c'est l'harmonisation des politiques, l'élaboration des programmes. Alors, nous appuyons donc sur les outils qui ont été adoptés par les chefs d'État. Donc, nous avons une politique en matière de gestion, c'est ça qui va encadrer notre intervention. Nous avons une stratégie en matière de gestion des risques et de catastrophes. Nous avons des programmes. Et à partir de là, donc, nous puisons nos interventions, ce que nous sommes venus faire. Alors, donc, nous avons aussi des partenaires, puisque, comme vous le savez, nous sommes là vraiment dans une jeunesse de la commission qui a pris ses fonctions le 1er septembre. Donc, il y a 6 mois que nous sommes là. Et il y a beaucoup de défis. Alors, nous avons eu dernièrement à faire face à l'explosion le 7 mars en Guinée équatoriale. Nous avons cette catastrophe, nous avons les inondations au Burundi et nous avons aussi d'autres catastrophes naturelles sur lesquelles nous n'avons pas pu nous déplacer compte tenu vraiment de déficits en ressources humaines et des agendas très chargés que nous avons parce que nous sommes en train de préparer le sommet des chefs d'État qui aura lieu au cours de ce mois. Mais entre-temps, il y a eu d'autres problèmes sécuritaires, politiques au niveau de la sous-région
que vous, femmes, hommes de médias, connaissez. Donc nous intervenons dans ce cadre. Donc là, il y a une réaction urgente parce qu'il y a des populations qui sont sinistrées, qui sont touchées, qui ont été déplacées. Comment on intervient? Nous n'avons pas un mécanisme, disons, très adapté pour des réponses rapides, mais nous pouvons nous appuyer sur les partenaires que nous avons, par exemple la Croix-Rouge, avec qui nous travaillons, et nous venons aussi pour ce soutien politique et moral, et après voir surtout, comme l'a dit le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur comment avoir un mécanisme permanent de gestion de risques et catastrophes. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ce phénomène naturel, 67, 2002 et peut-être avant, au niveau de la RDC ici, mais au Cameroun. Donc nous sommes dans une zone qui est à risque volcanique, mais qui a d'autres risques ou d'autres catastrophes naturelles. Ce qui se passe au niveau du lac Tchad, 25 000 km² dans les années 60. Aujourd'hui, nous sommes à 2500, voyez-vous. Donc, toutes ces choses, ou bien tous ces éléments de catastrophes naturelles nous ont poussés à mettre en place donc, tous ces outils-là. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est tout le mécanisme opérationnel. Par exemple, il y a un problème comme ça. On aurait pu avoir, par exemple, au niveau social, au niveau alimentaire, déjà des mécanismes nous permettant d'intervenir rapidement, au même titre que certains partenaires multilatéraux, bilatéraux, mais nous allons construire cela. Mais nous n'allons pas attendre pour exprimer une solidarité. Et comme j'ai dit au début, nous sommes là pour le moral, pour notre culture, venir assister le peuple RDC et ensemble se rendre compte que... Il faut être armé, il faut agir. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une éruption volcanique qualifiée d'avorton par les scientifiques. On va prendre le premier élément qui est l'éco-découverte. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Votre attention s'il vous plaît. Nous allons atterrir à l'aéroport de Goma dans quelques minutes. Veuillez attacher vos ceintures, relevez le dossier de votre siège ainsi que la tablette devant vous. Il est 13h, le temps est partiellement ensoleillé et la température au sol est de 22 degrés Celsius. Nous espérons que vous avez passé un excellent voyage en notre compagnie. Nous vous souhaitons un excellent séjour à Goma. À presque 1500 mètres d'altitude dans la vallée du Rift, Goma, chef-lieu capitale du Nord Kivu et pour l'Est du Congo un gift. Patrimoine mondial de l'humanité avec le parc de Virunga comme atout, architecture en bordure et au nord du lac Kivu. Au-dessus de vieilles coulées de lave de la chaîne volcanique de Virunga, d'ailleurs c'est cette chaîne qui la cerne et à part son Nyamulagira et le Nyiragongo géant de près de 2000 mètres, il est plus au nord. Et à 20 km, frontalière, la ville côtoie Gisenyi, Rwanda, et à moins de 75 km de l'Ouganda. Elle a aussi une ville de commerce, de passage. Elle est cette ville frétillante, ville d'échange. On peut croire que tu sais ici, mais tu t'es surtout ici touristique. Goma est hospitalière, aspire à un climat pacifique. Par ici, se saluer, c'est tout simple et beau. On dit Jambo. Oui, par ici c'est saluer, c'est tout simple et beau, on dit Jambo. C'est dans la langue principale de la ville. C'est pas l'une des plus belles langues du monde, le Swahili. Je suis parti au boulevard Kanyamuranga, il enjambe à peu près toute la ville. Au beau milieu de son carrefour, une magistrale statue de Tchukoudou. Ingénieuse trottinette en bois est montée à domicile.
Pouvons charrouer jusqu'à des kilos de marchandises et la course, elle en va jusqu'au bout. On peut quand même trouver quelques bonnes routes caillouteuses, certaines voire très poussiéreuses. Et comme j'aime aussi ces bars aux vues imprénables sur le zoo du lac, je pourrais peut-être y choper une bonne binti, faut bien une prise de contact. J'ai bien vu que depuis 2002, à part l'éruption des Niragongo, y a bien par ici à Goma une éruption de plus belle go, hein. Je me demande est-ce qu'ici je t'aime passe parfois mieux que Nakupenda. Je suis bien excité à tenter le coup, question de voir c'est que ça donnera. Je vous jure que si je chope une gomme tracienne, je ne rentrerai plus à Kinshasa. Et puis ici à Gogo, fromage, pommes de terre, viande fraîche et maziwa. Alors j'irai chez le chalet, on m'a dit que là-bas ça bouillonne à grand écho. L'endroit où d'ailleurs tu pourrais te croire au QG de la Monisco. Après tout le nom, Goma, vient du mont, Goma, qui vient du mot, Goma, le tam-tam. Après tout le nom, Goma, vient du mont, Goma, qui vient du mot, Goma, le tam-tam. Normal qu'elle soit cette ville dansante et pleine d'ambiance dont tout le monde se pâme. Et puis la ville vit sous le volcan, ça ne m'étonne pas qu'elle soit en chaleur. Goma, terre d'accueil, m'a charmé, à elle j'ai donné mon cœur. J'ai réalisé qu'il n'y a pas que massacre, violence, pillage et exode, mais une ville avec l'une des populations les plus fortes du monde. Goma tracien, ce que la gomme a tracé, le crayon l'a effacé. Goma est donc une ville mieux redessinée. Le passé a une histoire, mais l'avenir porte l'espoir. Je crois que Goma est surtout un territoire d'espoir. Nous intervenons, c'est ce que vous nous dites, donc la CAC intervient. Est-ce que nous pouvons savoir quel type d'intervention est faite par la CAC? Et la deuxième question, vous avez parlé de la stratégie sans pour autant trop s'étaler. Est-ce qu'on peut savoir comment vous nous présentez pour l'instant la stratégie mise en place par la CAC face à la gestion des catastrophes naturelles? Donc j'ai parlé d'une politique, donc nous avons donc un axe, hein, une politique c'est une vision. Hein. Quels sont les actes à travers lesquels vous intervenez pour résoudre ce problème et pour opérationnaliser cette politique? Nous avons donc cette stratégie où nous avons plusieurs axes. Il y a le côté institutionnel par exemple. C'est ça que je dis parce que ça c'est important. Hein. Et à travers donc, cet axe-là, nous avons des programmes. Hein, des programmes pour qu'il y ait plus d'impact sur le terrain. Alors donc au niveau de la stratégie, il y a des pays qui n'en ont pas encore. On a une stratégie régionale, mais il y a des pays qui n'ont pas encore de stratégie nationale. C'est le cas par exemple de la Guinée équatoriale, c'est le cas de la RDC. Mais nous devons tout faire pour que tous les pays disposent d'une stratégie nationale. Mais que ces pays, que de la sous-région également, nous ayons des programmes. Nous ayons des programmes sectoriels et chaque pays, vraiment dans notre vision, devrait être, disons, leader d'un programme. Aujourd'hui, la RDC, avec le volcan, rien à faire. La RDC devrait être leader sur un programme de gestion des risques liés au volcan. Et l'avantage que la RDC présente, c'est que la RDC, par exemple, a déjà un observatoire. Alors, nous nous sommes mis d'accord avec les États que dorénavant, quand on parle d'un programme, ça ne doit pas être un programme à durée déterminée. Souvent, on a eu des programmes ici à durée déterminée, 3 ans, 4 ans. Après, avec un financement, on n'en parle plus. Mais là, dorénavant, nous voulons avoir des programmes sectoriels communautaires permanents qui sont là pour résoudre le problème dans toute son évolution. Alors, dans le cas de la RDC, ce problème qui vient de se poser, puisque nous n'avons pas réagi en 1967, nous n'avons pas réagi cette fois-ci, nous devons réagir. Et avant même qu'on vienne, avant même que ici on pense, nous nous sommes dit déjà au niveau de la CAC, on va faire de la RDC, en tout cas de Goma, hein, la zone géographique qui va abriter un pôle d'excellence, de recherche, d'innovation et de formation sur les questions liées à l'économie du volcan. Nous partons un peu plus loin. On ne veut pas seulement parler du volcan, mais nous voulons parler de l'économie du volcan.
C'est-à-dire, comment faire de telle sorte qu'il y ait un modèle socio-économique autour du volcan. Comment les gens peuvent vivre autour du volcan. Parce que les gens y sont. On ne va pas déplacer nos populations. On ne va pas rayer cette ville de Goma. Tout ce travail que nous allons faire, d'abord à l'intérieur de la sous-région ici entre nous et avec les autres communautés économiques régionales, par exemple l'IGAD avec l'Éthiopie, la CEDEAO avec Cap-Vert. Et après, nous devons sortir pour aller vers d'autres pays qui peuvent nous apporter l'expertise pour que ce programme ou bien cette économie sur le volcan puisse être réelle. Ok, et pour l'instant, pouvez-vous nous dire combien coûte la gestion d'une catastrophe naturelle? Combien coûte? Écoutez, je n'ai pas un chiffre en tête, mais j'imagine que si on voit toute la chaîne, telle que nous la voyons, nous, vous avez des actions d'urgence, vous avez des actions à moyen terme, vous avez des actions à long terme, ça doit coûter en termes de millions de dollars. Ouais. Mais voilà pourquoi on parle de l'économie. Ça veut dire qu'on peut investir et qu'il y ait un retour sur investissement. C'est ce qui est intéressant. Donc ça cadre avec toute la vision qu'on a aujourd'hui maintenant au niveau de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que quand on sort de Rio, que vous connaissez bien, on s'est mis d'accord que dorénavant, quand on va faire du développement, on doit s'appuyer sur les 3 piliers. Oui, on fait de la conservation ou bien de l'écologie, la lutte contre les changements climatiques, mais il faut bien qu'on en vive. Il faut qu'on crée de l'emploi, voyez-vous. Donc, nous, c'est dans cette perspective qu'on est en train de se placer, dit qu'on parle du volcan, on va le gérer, mais il ne faut pas que ça soit seulement un gouffre d'argent, mais qu'il y ait toute une économie autour du volcan. Et la même économie peut être autour du fleuve, autour d'une montagne, autour d'une chute d'eau, autour des déchets, voyez-vous. Donc, comment passer de l'environnement à l'économie de l'environnement tout en utilisant notre capital humain. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de la CEAC, nous sommes en train de nous dire, mais finalement, dans une comme celle-ci, l'Afrique centrale, nous avons un capital naturel divers, diversifié, nous avons des risques de catastrophes, il y a la sécheresse, il y a les inondations, il y a des érosions. Comment construire une économie dans une zone comme celle-ci? Vous avez les tourbières, vous avez les lacs, comme le lac Tanganyika, dont les eaux ont dépassé les limites habituelles. Vous avez le lac Kivu avec des conséquences d'explosion ou bien d'échappement des gaz toxiques. Comment on fait? Ça, c'est des modèles économiques qu'on n'a pas encore. Donc, la nouvelle CAC, avec la Commission, c'est dans cette direction que nous allons travailler, puisque nous avons déjà réfléchi. Ce n'est pas que la réflexion va comme là. On a déjà réfléchi. Voilà pourquoi on parle du système de l'économie verte en Afrique centrale, on parle du système de l'économie bleue, on parle de l'économie de l'artisanat. Comment donc nous allons opérationnaliser? Avec un focus au centre de toute cette réflexion, les entreprises. Le développement de la sous-région, est-ce que nous pouvons savoir pour l'instant à quand remonte la première expérience de la gestion d'une catastrophe naturelle au sein de la sous-région? Au niveau de la sous-région, au niveau de la sous-région, c'était plus au niveau des États. Parce que quand il y a eu au Cameroun, ça c'est au niveau national. En 67 aussi, c'était au niveau national. Nous avons réagi à un moment donné, dans les années 2010, je pense. Il y a eu quelque chose ici, mais léger. Nous avons agi. Mais ça n'avait pas encore pris l'ampleur que nous voulons mettre maintenant. Pourquoi on le dit? Je dirais plus cette année, si on parle de catastrophe, parce que nous avons été présents à Bata, dernièrement, le 7 mars. Vraiment, c'est la première fois qu'il y a eu une catastrophe d'origine industrielle ou bien humaine, et que une autre personnalité de la communauté s'est déplacée. Donc on peut dire que c'est vraiment, ça remonte cette année, que nous pouvons maintenant mettre attention parce qu'il y a une nouvelle vision au niveau de la CEAC. Une autre façon de s'impliquer pour arriver à donner une réponse efficace par rapport aux différentes catastrophes naturelles qui secouent les États à travers le monde, c'est dans éco-créativité. Éco-créativité. L'idée qui nous est venue en tête avec la coordination, c'était de protéger l'environnement.
protéger notre continent, notre terre, notre planète. C'est aussi de lutter contre la déforestation, l'abattage des arbres. Et à part ça, nous avons dit qu'en fabriquant ce briquet, nous allons devoir créer de l'emploi aux jeunes. Nous faisons la fabrication de briquettes, mais aussi les bois compressés. Quant à ce qui concerne le bois compressé, nous avons des déchets ou bien des matières premières que nous utilisons pour avoir ces bois. Ces bois compressés peuvent être utilisés comme de bois qu'on trouve au marché. Et le briquet aussi vient remplacer les braises. En parlant de briquettes de bois compressés, là nous travaillons dans la lutte contre le réchauffement climatique et la déforestation. Les briquettes bio a vraiment beaucoup d'avantages, à part les avantages économiques. Il y a également la protection de l'environnement. Parce qu'avec le braise, on abat beaucoup plus les arbres. Or, c'est un des avantages pour la planète. Il est vrai que vous avez parlé de l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma. Nous savons également que la partie sud-est du pays, donc je cite le Lualaba, est aussi gagnée par la sécheresse, mais vous n'en parlez pas, on entend plus, pas vous, mais les autres parlent plus du Sahel, sans faire allusion à cela. Pourquoi? Nous avons plusieurs axes. Il y a la sécheresse qui nous intéresse également. D'ailleurs, à un moment donné, comme de plus en plus on est vraiment dans cette approche d'économie verte, on en parle parce que nous sommes, disons, encadrés ou bien nous sommes obligés de regarder ce qui s'est passé dans le cadre de l'accord de Paris et que nous, au niveau de la CEAC, nous avons compris que nous devons aller vers des actions concrètes pour résoudre ces problèmes. Il faut commencer par la réflexion. Prendre conscience que nous devons résoudre le problème de la sécheresse. Nous devons résoudre le problème de l'inondation. Nous devons résoudre le problème des érosions. Nous devons résoudre le problème d'accès à l'eau potable. Nous sommes dans une zone qui abrite le premier réseau hydrographique, mais vous le savez comme moi, que le taux des ménages accédant, voilà, il est très faible. Et ça, c'est des paradoxes. Donc tout ça, nous avons pris conscience, nous avons déjà réfléchi. En tout cas, depuis que la CEAC a mis en place son service environnement en 2009, nous avons mené une réflexion. Donc le département dont j'ai la charge, qui s'occupe de ces questions-là, a un plan stratégique qui a été adopté par les chefs d'État. Et dans ce plan stratégique-là figurent toutes ces questions-là. Et c'est quoi la part des États? La part des États. Eh bien, la part des États, c'est que déjà, c'est la CEAC. Vous savez, les États ont mis en place la CEAC, c'est quelque chose de formidable, ce qu'ils viennent de faire. C'est à la CEAC de démontrer aux États, qui sont les premiers actionnaires, que la CEAC peut être un retour sur investissement. Voilà pourquoi, dans le travail que nous sommes en train de faire, nous allons reformer ce qu'on appelle la contribution communautaire d'intégration, qui est l'outil de financement qu'on avait. Aujourd'hui, il y a, par exemple, que les importateurs qui contribuent. Donc on est en train de travailler, et d'ailleurs déjà le dossier a été présenté aux États, pour que les États, qu'on reforme, pour qu'on ait des moyens endogènes pour financer tous les programmes que nous voulons développer pour résoudre les problèmes réellement vécus par les États. Et de toute façon, l'approche communautaire, ça fait partie de notre identité. Nous sommes des Bantous. Bantou, ça veut dire deux. Et dans nos traditions, quand on veut résoudre un problème, on mobilise tout le monde. Alors nous sommes en train de travailler pour dire aux États qu'en dehors de la RDC, les autres États ont des micro-marchés. Et vous ne pouvez pas développer votre pays si vous avez des micro-marchés. Donc c'est l'approche régionale, c'est l'approche communautaire. Donc maintenant, il faut démontrer aux États que la CEAC peut contribuer à un développement de l'intégration régionale, bien entendu, mais surtout de l'économie communautaire pour résoudre les problèmes réellement vécus par les États. Des choses que nous n'avons pas pu faire depuis les années 60. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Alors je reviens sur l'éruption volcanique. Qualifiée d'avorton République démocratique du Congo, il y a plusieurs explications qui ont justifié cette situation, qui a surpris tout le monde. On a parlé du manque criant
des équipements au niveau de l'OVG, donc de l'Observatoire volcanologique de Goma. Et une autre question qui a alimenté le débat, c'était la prise en compte de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous définir la place de la recherche, la place de la science aujourd'hui au niveau de la sous-région? Très importante. Hein. Moi, je viens du monde de la recherche. Je viens du monde de la recherche. Et quand on regarde le monde, on ne peut pas se développer si on ne fait pas de la recherche. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique, c'est une des raisons de l'état de notre économie, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Parce que la recherche, c'est elle qui vous apporte de l'innovation. Au sein de la CEAC, nous avons, au niveau du département promotion du genre, développement humain et social, toute une direction sur la technologie, sur l'innovation. Et nous avons créé depuis 2012 le consortium sur la recherche, l'innovation et la formation pour le développement en Afrique centrale. Nous venons de signer, disons, un protocole avec le réseau des établissements secondaires et des institutions de recherche en Afrique centrale pour montrer. Donc, le cadre institutionnel pour mobiliser la recherche, on ne l'avait pas. Et nous sommes en train de pousser encore les choses plus loin et nous allons le présenter au chef d'État, les groupes scientifiques de recherche stratégique, ce qu'on appelle parfois les think tanks, hein, pour réfléchir sur ces questions-là. Comment on fait sur la question de la pharmacopée traditionnelle? Comment on fait pour tel savoir-faire traditionnel utilisant la valorisation de la biodiversité? Et dans le cas de Goma, alors l'une des propositions serait de ce pôle d'excellence de recherche, d'innovation, de formation, avec un observatoire, vous l'avez déjà. Et donc nous devons se dire que nous avons besoin de ces chercheurs, mais il faut financer. Voilà pourquoi, au lieu de parler seulement du volcan, nous sommes en train de parler de l'économie du volcan pour qu'à un moment donné, ce secteur-là puisse financer lui-même, disons, la recherche. Voilà, donc il y a une place importante dans la recherche au niveau de la CAC, parce que sans la recherche, nous allons faire du surplace. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La recherche, c'est à retrouver aussi dans Concept Vert. Concept Vert. Exploitation en régie directe. Les concessionnaires est directement et exclusivement responsable de toutes les phases d'exploitation de l'assiette de découpe. Plan 2009. Et au Burundi, c'est aussi l'inondation qui justifie votre déplacement dans ce pays? Exactement. Donc, comme nous l'avons dit, hein, que nous sommes là pour la gestion des catastrophes. Et vous voyez que ça vient quasiment d'une façon simultanée. Nous avons, en fait, nous avons pris l'habitude à la CEAC de changer la façon de travailler. C'est-à-dire qu'une épreuve, un phénomène, c'est une occasion, c'est une opportunité pour faire ce que nous n'avons pas pu faire. Mais vous risquerez d'être débordé. Imaginez-vous 5 catastrophes au même moment, vous faites quoi? Nous ne le faisons pas seuls. Donc nous sommes en train de créer des groupes stratégiques, scientifiques, de réflexion stratégique. Par exemple, dans le domaine de l'inondation, nous devons les avoir. Tous les géologues, tous les hydrologues qui travaillent, qui pourront nous appuyer. Alors quand ça arrive comme ça nous permet d'avancer dans cette réflexion. Mais pendant que nous sommes en train de réfléchir, il faut réagir sur des questions, disons, d'actualité. Voilà pourquoi nous partons au Burundi, pour voir sur le court terme qu'il faut faire et sur le moyen et le long terme. Par exemple, sur le moyen et le long terme, nous allons faire du Burundi également un pôle d'excellence sur les questions d'inondation. Hein, ils nous avaient déjà saisi en 2015 pour que le Burundi soit le pôle d'excellence sur les questions des zones humides. Donc ça tombe à point nommé. La gestion des catastrophes naturelles au sein de la CAC avec en avant-plan l'éruption volcanique de Nyiragongo suivie des inondations au Burundi. C'était donc ça la thématique phare qui nous a réunis ce soir. Est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à notre entretien du jour? Le seul mot à ajouter, c'est que nous sommes contents de voir que les États nous font confiance. Et nous aimerons dire aux États de continuer à nous faire confiance, que la CEAC, la nouvelle commission qui est là, va tout faire pour devenir une CEAC proche de ses États membres, une CEAC proche des populations. Merci beaucoup et nous rappelons que vous êtes commissaire de la CEAC en charge de l'environnement.
gestion de ressources naturelles et agriculture. Et développement rural. Et développement rural. Donc à chaque fois que vous passerez à Kinshasa, on ne manquera pas de vous avoir. Mais ce sera avec plaisir. Merci et à très bientôt. Mon idée pour la planète.